to weaponize his energy resources against American families and democracies around the world. Now, for the first part of my plan is about meeting an immediate crisis. The second part is about declaring real American energy independence in the long term so that we never have to deal with this problem again. Ultimately, we and the whole world need to reduce our dependence on fossil fuels altogether. We need to choose long-term security over energy and climate vulnerability. We need to double down on our commitment to clean energy and tackling the climate crisis with our partners and allies around the world. And we can do that by passing my plan that's literally before the Senate right now. The United States Congress right now has been there for well over a month to speed the transition to a clean energy future that's made in America with American products and American values. We need to embrace all the tools and technologies that can help us free us from our dependence on fossil fuels, move us toward a more homegrown clean energy. Technologies made by American companies and American workers, so we can bolster domestic supply chains here at home and export those technologies around the world to reduce greenhouse gases. That's why today I'm issuing a directive to strengthen our clean energy economy. I'm going to use the Defense Production Act to secure American supply chains for the critical materials that go into batteries for electric vehicles and the storage of renewable energy, lithium, graphite, nickel, and so much more. We need to end our long-term reliance on China and other countries for inputs that will power the future. And I'll use every tool I have to make that happen. Yes, building a made-in-America clean energy future will help safeguard our national security. Yes, it will help us tackle climate change. Yes, it's going to help us ensure that Americans create millions of good-paying jobs for generations to come. But the most important thing my plan will do right away is save your family money. And here's what I mean. Under my plan, which is before the Congress now, we can take advantage of the next generation of electric vehicles that a typical driver will save about $80 a month from not having to pay gas at the pump. If your home is powered by safer, cheaper, cleaner electricity like solar or heat pumps, you can save about $500 a month on average. Don't take my word for it. The CEOs of 11 of America's largest utility companies came to see me at the White House several weeks ago. They told me if we pass my plans before the Congress now, typical families will see savings show up in their utility bills immediately. Costs will come down even more as we innovate and develop cutting-edge energy storage technologies, clean hydrogen technologies, advanced nuclear technology, carbon capture and sequestration technologies. And by the way, this week's the benefit I included in the bipartisan infrastructure law to help families weatherize their homes are being delivered. My administration is making $3.2 billion available from this legislation to provide up to $6,500. Bon, mais je crois que là, vous avez entendu c'est Joe Biden qui est en train d'annoncer son programme, de la manière dont il pense booster l'économie. Vous voyez comment on dirige ici. Hein? Voilà pourquoi la politique en Amérique du Nord, on peut le dire, c'est du tic au tac. Hein? Les gens regardent le bilan. L'augmentation du prix du carburant à la pompe, le taux d'inflation qui ne fait que galoper. On vous a dit que l'intention est claire, c'est de casser, de briser l'économie afin d'amener la monnaie électronique. Ils sont déjà dans ce projet, ce qu'ils ont appelé Bretton Woods 3, donc Bretton Woods numéro 3. Ça, c'est déjà en cours. Bon, tous les politiciens accusent la Russie, accusent Poutine, hein, pour le chaos qu'ils sont en train de généraliser et de créer. Ils sont en train de rejeter la charge sur Poutine. Bon, là, vous venez là de... j'ai fait exprès, ça se passe en live, hein, maintenant qu'on est en train de parler. Joe Biden est en train de parler, donc comme tout à l'heure, quand on a mis, c'est live. Hein, c'est à l'instant même qu'il est en train de faire ce live-là. Et ça, c'est Fox News qui est en train de diffuser ça. Bon, vous savez, Joe Biden a annoncé qu'il va libérer 1 milliard de barils de pétrole par jour. Hein. Donc, il va prendre
1 milliard de barils de pétrole par jour, hein, dans les réserves du pétrole des États-Unis. Hein. Donc il va simplement aller prendre dans les réserves, parce que les États-Unis, hein, comme d'ailleurs des pays organisés, fonctionnent toujours avec des réserves qu'on ne touche jamais. Hein. C'est des réserves, on les touche seulement en cas d'urgence. Hein. C'est vraiment s'il y a un grand problème économique, clash, guerre, ainsi de suite. On peut donc aller puiser dans les réserves. C'est ce qu'on appelle national security. Hein. Nombreux ne comprennent toujours pas ça. Quand on parle de national security, c'est la sécurité nationale. Un pays organisé doit avoir des réserves de nourriture. Hein. Donc, ce qu'on appelle ici des warehouses, hein, donc des grands entrepôts, hein, des nourritures, en quantité et en quantité. Et on planifie. Donc, au fur et à mesure, on injecte une nourriture dans ces entrepôts-là. Maintenant, on essaie de regarder les dates de péremption. Quand ces nourritures-là arrivent à des dates de péremption très proches, on vide ces stocks-là. On utilise tous les mécanismes, peut-être réinjecter ces nourritures dans les chaînes d'approvisionnement et en même temps réapprovisionner les entrepôts, les warehouses. Hein? Et ça fonctionne toujours comme ça, dans tous les pays, Canada, États-Unis, ainsi de suite. Parce qu'on essaie de prévoir, au cas où un problème arrive, une tornado, hein, donc qui peut bousiller, on va aller toucher les réserves pour essayer d'alimenter les gens. Comprenez? Et là, donc, il s'agit des réserves du pétrole. Joe Biden, puisque le prix, selon lui, hein, est-ce que c'est une stratégie simplement économique, parce qu'il y a des élections qui arrivent au mois d'octobre aux États-Unis. Vous savez, le prix du carburant est en train de galoper. Hier, avant-hier, j'étais à Costco. Hein. Costco vend toujours. Costco, c'est un magasin américain. Costco, c'est un magasin américain. Et donc, Costco a toujours un prix un peu plus bas, hein, surtout quand pour des familles, ceux qui achètent en gros. Et le carburant là-bas, c'est souvent 5 cents ou 6 cents de moins par rapport aux stations normales de carburant, de vente de carburant. Petro-Canada, Esso, Petromar, ainsi de suite, comprenez? Et mon véhicule utilise du 94, donc super, on peut le dire, super carburant, hein, pas du carburant régulier. Et donc je suis allé essayer de mettre le plein. Le plein m'a coûté 100 et quelques dollars. D'habitude je fais le plein à 60, 65 dollars. Et donc vous pouvez constater hein, ce changement-là, hein, et comment ça peut toucher votre porte-monnaie, comment ça peut toucher votre budget. Et là ce n'est que le carburant. Et vous ajoutez à ça l'inflation sur les produits alimentaires. Aujourd'hui, tout a augmenté. Hein, tout a augmenté. Tout a augmenté. Et donc, quand les choses augmentent, ça touche les portefeuilles des familles. Ça bousille la classe moyenne. Ça va créer quoi? Les revendications populaires. Hein, ça va entraîner des gens dans la rue pour protester au maximum. Et ça s'entraîne à la chute hein, des régimes politiques. Hein, avec des révolutions. Donc nous nous dirigeons certainement vers... peut-être qu'il y a d'autres dirigeants qui vont avoir leur tête coupée, hein, comme un peu Louis XVI. Comprenez ça, chers amis? Donc c'est ça la réalité. Donc Joe Biden est allé toucher, parce que pour lui, il pense, en injectant 1 milliard de barils de pétrole dans le marché par jour, ça va baisser le prix du carburant à la pompe. On va voir ce que ça va se passer, ce qui va se passer. Ça, c'est du côté de Joe Biden. Aujourd'hui encore, hein, c'est comme on le dit, on vous donne les informations, ce n'est pas un poisson d'avril, demain c'est le 1er avril 2022. Ce n'est pas un poisson d'avril, mais le président Poutine, Poutine, était encore live aujourd'hui. Et il a fait une grosse annonce, il a signé le décret. Hein, il a signé le décret. Donc, Poutine exigera dès vendredi, donc dès demain, donc aujourd'hui à minuit, hein, hein, le paiement du gaz russe en roubles. Paris et Berlin préparent certainement à un arrêt de livraison définitive, nous ne savons pas encore.
Comprenez? Bon, on va essayer d'aller regarder ce que Poutine a dit. Hein, ce que Poutine. Là, vous avez écouté Joe Biden. Hein? Là, vous faites passer maintenant Poutine. Comprenez? Pour que les gens ne disent pas, oh non, tu es pro-russe ou tu es pro-américain. Nous sommes Congo, on est pro-Congo. On n'est pas. On veut des gens qui vont travailler avec nous. Hein? Si c'est les Russes, on va serrer la main. Si c'est Poutine, on va serrer la main. Si c'est le vieux Joe Biden, on va serrer la main. Si c'est les talibans, on va serrer la main. Vous comprenez ça? Hein? On va serrer la main à ceux qui viendront travailler avec les Congos dans un contexte de partenariat gagnant-gagnant. Hein? Et sans pourtant tergiverser. Dans le contexte de dégager militairement les nordistes et les Mbossi de nos territoires. Et Pompidou de nos territoires. Et nous, on ne tergiverse pas. Notre parole est claire. Si c'est le vieux Joe Biden qui nous serre la main, on va serrer la main. On va dans le deal. L'essentiel que c'est un deal qui va être avantageux pour les Congos. Si c'est Poutine, on va serrer la main. Comprenez? On est clair. Si c'est les talibans, si c'est les moudjahidines, on va serrer la main. Comprenez? À l'heure où nous sommes en train, on va serrer la main à tous ceux qui viendront travailler avec les Congos. Voilà notre position. Donc, si les gens se bousculent de gauche à droite, ça c'est leur problème. Bon, ça c'était Joe Biden que vous venez d'écouter. Bon, là, on va aller vous faire passer ce que Poutine a dit. Poutine a dit. De dégager militaire. Oh, ça c'est moi. Êtes-vous satisfait? Je vais simplement diminuer le son. Bon, là c'est... Là, je vais vous jouer maintenant Poutine. Hein. Nous vendre quoi que ce soit gratuitement et de même nous ne produisons rien gratuitement. Nous avons livré aux consommateurs européens nos ressources, le gaz ici, ils l'ont reçu, ils nous ont payé en euros et ensuite ils les gèlent ces euros. Alors, une partie du gaz livré en Europe, nous le livrons gratuitement de fait. Ces pays ont des règles claires. Pour acheter du gaz naturel russe, ils doivent ouvrir des comptes en roubles dans les banques russes. Et c'est avec ces comptes qu'ils pourront payer le gaz. Ça commencera à partir de demain, le 1er avril. Donc, vous comprenez, ce n'est pas un poisson d'avril, hein, c'est une réalité. Donc, il lance un argument. Il dit, mais attendez, nous avons livré le gaz aux Européens. Hein? Et le gaz se paye en euros. Bon, ils ont reçu le gaz, mais ils ont payé l'argent, mais ils ont encore gelé cet argent. Donc en réalité, nous avons livré notre gaz gratuitement. L'homme pose là une problématique claire. Il dit, attendez, on vous a donné la marchandise, vous avez reçu, vous consommez. Nous, de notre côté, on n'a pas fermé les valves. Mais donc, Poutine ici pose une problématique claire. Il dit, attendez, on a vendu le gaz, ils ont consommé le gaz, mais puisque le gaz a été acheté avec leur argent, l'euro, et eux-mêmes, ils zèlent encore cet argent. Donc en réalité, nous avons livré le gaz gratuitement. Ça, ce n'est plus la politique. Ça, c'est le business. Comprenez? On est dans le business. Donc quelqu'un vous a donné de la marchandise. Et vous commencez à aller de gauche à droite. Oh non, on va zéler. Donc vous refusez de fouiller. C'est le banditisme. Poutine a dit, comme c'est comme ça, désormais pour acheter, vous devez maintenant venir acheter avec notre argent. Puisque votre argent, vous le contrôlez. Avec notre argent. Donc vous devez ouvrir les comptes dans nos banques à nous. C'est clair, hein? C'est là où il les a eus. Et là, qu'est-ce que l'Europe? Ce que nous allons voir. Et ça se passe dès demain, le 1er avril. C'est pas un poisson d'avril. Hein. Là, vous avez entendu, c'est Poutine lui-même qui l'a dit. Combien de entreprises sont connectées
à l'industrie liée au gaz. Comprenez? Vous avez, comment on appelle, les hauts fourneaux, les industries de peinture, de fabrication. Vous avez l'industrie alimentaire, l'agriculture, l'industrie automobile, l'industrie même du transport. Parce qu'il y a le transport électrique. Et l'électrique, vous transformez le gaz et vous pouvez donc fournir de l'électricité. Donc c'est toute l'économie qui est liée là-dedans. Comprenez ça, chers amis. Donc, en réalité, les Européens sont allés réveiller un tsunami que eux-mêmes, ils ont du mal à maîtriser. Ils sont allés provoquer là où il ne fallait pas provoquer. Parce qu'ils ont privilégié leur ego personnel. Ils n'ont pas pensé à l'ensemble de la société. Donc, on va se retrouver avec une économie totalement coupée, cassée. Les familles qui dépendent des gens vont perdre l'emploi, mais les gens vont se retrouver dans la rue. Donc, ces régimes-là, ces politiciens-là qui se croient les maîtres de l'Union européenne ou les maîtres de l'OTAN vont se retrouver devant un porte-à-faux qui est le peuple détenteur de pouvoir. Comprenez ça, les amis? En voulant trop gagner, on perd. Maintenant, que voulez-vous faire? La guerre nucléaire? Non, nous, on ne veut pas de la guerre nucléaire. Les peuples vont donc s'opposer à vous qui avez mal géré cette situation. Comprenez? C'est là où on dit, attendez, vous nous prenez peut-être parce que vous nous prenez peut-être pour des idiots. Mais oh, ce blague-là, qu'est-ce qu'il croit? Mais c'est une réalité. Là. Donc, là, l'euro va chuter, le dollar va chuter, le rouble va galoper. Les choses sont en train de shifter, mes frères et sœurs. Hein? Bon, là, les Européens vont compter sur quoi? Sur l'Afrique. Les jeunes Africains sont debout là-bas. Ils ont les yeux grandement ouverts. Et les dictatures, là, vont se casser dans les jours à venir. Vous pouvez pas aller prendre le gaz européen gratuitement. C'est totalement impossible. Diminuez un peu l'essence, s'il te plaît. Hein? Vous comprenez ça? Donc, c'est ça la situation. Les choses deviennent de plus en plus compliquées. Les Africains sont debout. Les Africains les attendent de pied ferme sur cette affaire. On ne peut plus continuer à demeurer les paillassants, les cireurs de chaussures. Et nous, c'est le tapis, on vient nous piétiner. Non, pas du tout. Les dictateurs, tous les dictateurs, ils ont été traqués par la jeunesse africaine. Comprenez? Donc, maintenant, du côté de la Chine, hein, on vous donne rapidement les informations parce qu'on va repartir dans business as usual. Du côté de la Chine, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergei Lavrov, était en Chine. Comprenez ça, chers amis? Donc, mes frères et sœurs, le monde est en train de shifter. Le monde est en train de shifter. Et c'est logique. Trop de domination. Il y a ceux qui se croient être les patrons de la suprématie. C'est comme si ce monde leur appartient. On ne voit pas la souffrance des uns et des autres, mais on ne voit que leurs intérêts personnels. Donc, écoutons, on va écouter du côté de la Chine. Va se produire la rencontre entre les deux présidents. Nous pensons que des progrès. Tout d'abord, bienvenue en Chine. Comment s'est passée la discussion avec M. Wang aujourd'hui? Les entretiens d'aujourd'hui avec le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères Wang Yi se sont très bien déroulés. Nous avons pleinement examiné nos relations bilatérales conformément aux lignes directrices qui ont été convenues par les dirigeants de nos deux pays et qui visent à développer pleinement les relations bilatérales et à renforcer la coordination en matière de politique étrangère. Je suis très satisfait de ces entretiens. Êtes-vous satisfait des résultats des pourparlers d'Istanbul et quand pourrait se produire la rencontre entre les deux présidents?
Nous pensons que des progrès positifs ont été réalisés lors des discussions d'hier à Istanbul. Ce n'est pas encore le résultat final. Je considère comme un progrès significatif le fait que la partie ukrainienne confirme la nécessité d'assurer un statut non nucléaire et sans bloc de l'Ukraine et sa sécurité en dehors du cadre de l'OTAN. En outre, nous avons également acquis la compréhension de l'Ukraine sur les questions de la Crimée et du Donbass, ce qui signifie que le problème finira par être résolu. Russia has pledged to reduce military activities in Kiev. Non, vous avez déjà entendu, hein, là je vous parle de Sergei Lavrov qui est en Chine et vous parle que une bonne collaboration, ça se passe bien entre les deux pays. Là on vous a fait passer Poutine, Joe Biden, on vous fait passer Poutine, on fait passer Sergei Lavrov. On va donc aller écouter les Chinois, hein, ce que les Chinois disent. Ce que les Chinois disent, ça y est même où là? Où est-ce que j'ai vu ça, hein? Ce que les Chinois disent. Xi dans l'est du pays, aux côtés de son homologue chinois que l'on écoute. Rapprochement avec les Chinois, le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov était à Tengxi dans l'est du pays, aux côtés de son homologue chinois que l'on écoute. La coopération sino-russe, notre recherche de la paix et notre défense de la sécurité sont sans limite. Notre opposition à l'hégémonie est sans limite. Vous avez entendu ça? Notre position à l'hégémonie est sans limite. Les positions de la Chine et de la Russie en ce qui concerne la sécurité. Donc il y a une bonne collaboration. Nous avons tous vu les États-Unis et l'OTAN qui ont mené la pression auprès des Chinois de se positionner. Mais là vous voyez que les rencontres se font d'une manière claire. La Chine dit, elle est avec la Russie. L'hégémonie, c'est les USA. Donc, ils ne veulent plus de la domination du dollar. Donc, vous voyez que une situation qui pouvait être réglée diplomatiquement, calmement, pour éviter ce chaos, bon, vous avez des gens qui ont mis leurs égos personnels. Et nous en sommes là où nous en sommes. Il faut donc tirer les conséquences. C'est-à-dire que les politiciens n'ont pas fait leur travail, d'assurer la sécurité du monde entier, la sécurité économique, la sécurité alimentaire, la sécurité politique, ainsi de suite, parce qu'ils ont privilégié leurs intérêts personnels à l'intérieur, leur conflit d'intérêts en réalité. Et ils pensent nous embarquer dans une guerre, mais les peuples ne veulent pas, personne ne veut vous supporter dans cette guerre que vous voulez nous embarquer. La guerre des monnaies, qui va vouloir se transformer en une guerre de coups de canon. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut donc assumer les conséquences. Chaque pays va donc certainement regarder sa monnaie et avancer. C'est cela, l'humanité. Comprenez ça, chers amis. Personne ne doit dominer l'autre. Et nous demandons au Congo, on ne peut pas accepter que les Mbossi nous dominent sur nos propres terres. Vous voyez que aujourd'hui, le carburant, le pétrole, le gaz galopent. Les Mbossi ne vous disent plus rien. Ils ne se plaignent plus, hein. Pour dire non, le prix de baril a baissé. Mais ils sont dans les contrats en catimini avec les Européens, les Italiens éventuellement, pour continuer à pomper le gaz de Luango pour que ça sert de protéger leur pouvoir. Comprenez ça, chers amis. Ils ne se plaignent plus que non, le prix du pétrole est en bas, le prix du gaz est en bas. Non. Ils veulent même plus aller sur ce chemin-là. Vous comprenez ça, chers amis. Donc vous voyez que mes frères et sœurs, le monde est en train de shifter et les choses sont en train de changer à la vitesse grand V. Bon, je crois que il y avait encore une publication, là je fais ce live rapidement, hein. Il y avait encore le Saoudien, hein, je crois que c'est le ministre saoudien des Affaires étrangères ou de l'énergie, qui a publié un truc très intéressant. Donc je vais essayer d'aller regarder si je vais avoir la chance de retrouver ça et de faire passer. Il faut suivre l'économie mondiale, vous n'avez pas de choix. Il faut suivre l'économie mondiale, il faut suivre la politique, vous n'avez pas de choix. Hein? Vous n'avez pas de choix. Vous n'avez pas de choix. Hein? Je vais simplement essayer de retrouver ça. En passant, vous savez aussi que les entreprises françaises refusent de quitter la Russie d'une manière claire. Hein? Oh, c'est eux, ils montent les autres. Hein. Ils disent aux Anglais, non, on quitte.
Ils disent aux Américains non, mais leurs entreprises se boulonnent en Russie. C'est ça la réalité. Parce que là où l'économie fonctionne, on ne blague pas. On va donc essayer de lire ce que le responsable saoudien dit. Russia is a key OPEP member, say UAE Minister in apparent rebouquet of NATO. Bon, je vais essayer de le lire. Je vais vous le dire. Donc, c'est les Émirats Arabes Unis, en réalité. Les Émirats Arabes. UAE Energy Chief has doubled down on OPEP alliance with Russia and instead that Moscow insists that Moscow will always be part of intergovernmental organization. Abu Dhabi Energy Minister Saïl El Mazrou said yesterday that Russia, with its 10 million barrels of oil a day, is an important member of the global OPEC Plus Energy Alliance and see not other substitution to replace the contribution of the global supply of oil. Donc ça, c'est le ministre saoudien qui le dit, que vous ne pouvez jamais remplacer le pétrole russe avec plus de 10 millions de barils de pétrole par jour. Vous ne pouvez pas remplacer ça. C'est un membre très important, un élément clé en ce qui concerne les approvisionnements mondiaux en pétrole. Maintenant, vous venez avec votre politique du fanatisme aveugle, vous ne comprenez pas qu'est-ce que c'est l'économie. On vous a dit que quand la politique capote, la politique fracasse l'économie. L'économie, la politique, le social est lié. C'est-à-dire que quand vous avez des politiciens véreux, des apprentis, ou encore ceux qui viennent pour privilégier leurs intérêts particuliers, ces gens-là risqueront de couler tout le monde. Le monde aujourd'hui est dans un village global, comme on a l'habitude de dire. La politique dont les Congos vont affecter directement le Canada, les États-Unis, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, parce que nous sommes tous connectés dans une affaire de global. Comprenez? Une tension quelque part au globe aura des répercussions sur toute la ligne. Comprenez ça, chers amis? Il n'y a que des mochis, les débrasistes, qui ne comprennent pas que la politique est liée à l'économie. Tout à l'heure, on vous a fait jouer le discours de Joe Biden. Comment il est en train de défendre son projet économique. Souvenez-vous que le président Joe Biden a mené une campagne dans ce qu'il appelait Build Back Better. B à la puissance 3. B à la puissance cube. Build Back Better. Donc, c'est basé essentiellement sur l'économie. Et quand vous, en Amérique du Nord, ce qui est différent de la politique française, vous voyez que Macron, Macron Emmanuel, le petit Macron, refuse d'aller au débat dans un pays démocratique. Il refuse d'aller au débat. Donc il refuse d'aller défendre son bilan. Souvenez-vous que l'élection passée, il avait eu un feu vert. Il n'avait jamais eu de projet de société. 5 ans passés là. Il n'avait jamais eu de projet de société. Donc, c'était un opportuniste. Et là, il n'a pas toujours de projet de société. Il refuse donc de débattre les autres candidats. C'est une première même, on peut le dire. C'est inimaginable. Maintenant, regardez la différence en Amérique du Nord. Tout le temps, au Canada, aux États-Unis comme au Mexique, vous allez toujours voir des leaders défendre le projet économique. Toutes les fois qu'ils font des discours, le discours est basé sur les chiffres, le nombre, ce qu'ils vont faire demain, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'il va faire pour injecter. Et ça, ce n'est pas le mensonge, comme on vous manipule en Europe. La politique de l'Europe, c'est égal à la politique de l'Afrique, qui est basée sur le mensonge, la manipulation. On tourne ce qu'on appelle ici flip-flop. Comprenez? Donc on tourne, on est à gauche, on est à droite, on n'est pas équilibré.
Mais c'est un problème d'état mental. Hein. Comprenez ça, chers amis. Et vous avez des Français qu'on a bâillonnés, qu'on a menti comme ça. Et plusieurs Africains sont là-dedans. Quand j'étais en train de vous faire jouer le discours de Joe Biden, vous voyez, il donne les chiffres, il donne les noms. Il dit, bon, nous allons injecter, nous allons faire ceci. Là, par exemple, il vous annonce, il a injecté 1 milliard de barils de pétrole par jour, ressortant des réserves de pétrole américains. Ça, c'est économique, n'est-ce pas? Et il dit, il demande autant d'argent au Congrès pour financer, ainsi de suite. Comprenez? On donne les chiffres. C'est ça l'économie. Voilà pourquoi on vous dit, dans la Fédération Congo, vous êtes à l'école de l'économie. La politique est étroitement liée à l'économie, est étroitement liée à la vie sociale des individus. Si vous capotez en politique, vous bousillez l'économie, vous détruisez la vie des gens. Maintenant, ceux qui sont dans ce comportement, qui capotent politiquement, qui bousillent l'économie, sont obligés de devenir des dictateurs pour fracasser les citoyens, pour que les citoyens ne sortent pas. On en a vu avec le mouvement des Gilets jaunes et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, on vous annonce, en Espagne, l'inflation est à 10% en Espagne. On voit des gens dans la rue, les agriculteurs, les transporteurs et tout. Le gouvernement a annoncé qu'ils ont injecté, c'est pas combien de millions d'euros, des milliards d'euros, pour essayer de casser l'inflation. Mais l'inflation n'a baissé que de 0,05%. Et le peuple dit, ça ne suffit pas. Les gens commencent à se multiplier, on a vu des gens. Comprenez, chers amis, c'est l'éclatement. Maintenant, que feront les despotes africains? Ils vont continuer à sortir les chars et le coup de canon qui désormais va les soutenir. Puisque eux-mêmes, les Européens, qui représentent leur parapluie, sont dans la merde avec leur propre peuple. Nous dirigeons vers le chaos généralisé. Maintenant, nous préparons les Congos à se mobiliser parce que les jours qui viendront seront des jours difficiles. On sera obligé de tirer les coups de canon pour sortir notre peuple de cette misère. On ne peut pas laisser ce moment d'opportunité demeurer le goulot d'étranglement pour l'ensemble de notre peuple. Et on ne peut pas laisser les Mossi et les nordistes continuer à sucer du miel, du Mont Blanc, du yogourt avec le gaz de Luango et damer nos peuples. Aujourd'hui, chaque jeune Congo, à Ndjinji aujourd'hui, ou sur le territoire Congo, à partir de 21h, s'il sort de là vivant, s'il est dehors et jusqu'à 21h, s'il rentre à la maison, ça veut seulement dire que c'est une grâce. Parce qu'on les transforme tous en bébés noirs, donc aux gens à liquider, à liquider. Et on sur quoi? Ils exigent même les familles de payer 100 000 francs CFA par balle tirée sur leurs enfants qu'ils ont tués. Donc s'ils ont tiré 8 balles, les familles doivent déverser 800 000 de francs CFA pour enterrer leurs enfants tués par les Mossi, les nordistes, sur le territoire Congo, sur leur propre terre. Comprenez? Peuple Congo, Boabu Yekantangu, comme on le dit. Les choses se compliquent, mais nous allons continuer à rentrer dans l'arche de Noé et nous allons continuer à avancer pour libérer l'ensemble de notre peuple. Souvenez-vous, l'économie est étroitement liée à la politique, est étroitement liée à la vie sociale des individus. Le monde est en train de shifter et nous allons shifter avec ceux qui vont nous tendre la main. Ces gens-là, si c'est l'oncle Sam, on ira dedans. Si c'est Yapoutine, on ira là-dedans. Si c'est les talibans, les moudjahidines, nous irons là-dedans. L'essentiel que ceux-là vont nous tendre la main et ceux-là vont comprendre l'intérêt du Congo. L'essentiel que ceux-là comprennent que c'est une question d'intérêt général et d'un accord gagnant-gagnant. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. La lutte continue. Le peuple gagne toujours. À la prochaine. Au revoir.